Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Pas m'obliger, où je m'enfouis déjà, oublier les couacs, les malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces peurs qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Ce virus est là, ne me piquez pas, ne me piquez pas. Madame Santa, depuis elle est déjà là, elle est bel et bien en direct de la Belgique. Santa, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Franklin, ça fait plaisir, ça fait un petit temps là. Ah, c'est un plaisir de vous avoir. Hein? Oui, une voix des pays du soleil, il fait froid ici en Belgique. Un de vos compatriotes me disait la dernière fois qu'il faisait environ 2 degrés en Belgique. Oui, je ne sais pas pourquoi, on a vraiment c'est une période assez froide dans tous les sens du terme, malheureusement. Heureusement que c'est chez vous là-bas, hein, parce qu'ici en Afrique, Cameroun, nous serions tous morts, hein, parce qu'on est habitué à la chaleur, 20, 25 degrés. Dans le Grand Nord, c'est autour de 45 degrés parfois à l'ombre. Hein. Oh là là, oui. Justement, actuellement, il fait 19 degrés. Ah, ça va. alors Santa, rapidement, c'est un plaisir de vous avoir. Je disais tout à l'heure aux auditeurs que pour vous avoir, c'est pas facile. Il a fallu 2, 3, voire 4 mois de négociation. Vous êtes tellement occupé, vous êtes surchargé. Comment vous en sortez-vous, Santa? Oh là là, mais c'est pas que moi. Je pense qu'ici, la situation en Europe est vraiment devenue un peu catastrophique. J'ai beaucoup d'amis de différents pays. Hein. Nous travaillons, donc voilà, puisque je suis avec l'association de Robert Kennedy Jr. Et ici, en Europe, on essaye de se réunir pour avoir un travail, je dirais, au niveau à la fois tous ensemble au niveau des différents pays, faire passer de l'information et aussi au niveau des actions communes par rapport au Parlement européen, tout ça, puisque aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que se passent les décisions. Et j'avoue que c'est un petit peu... Il y a du bon et du... Ça dépend des jours. Hein. Bon, il y a des jours où on panique un peu, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Les gens me disent je voudrais bien partir, mais on ne saurait pas où. Et puis voilà, parce qu'on sent, il y a vraiment clairement des élans de dictature, on ne pourrait pas le dire autrement. Mais voilà, en même temps, il y a des belles personnes, il y a des belles choses, il y a une résistance qui se met en place. C'est vraiment comme pendant la guerre. Je pense qu'on peut dire c'est une forme de guerre. Ouais. Santa, vous êtes journaliste, vous avez publié plusieurs articles, vous êtes conférencière, vous êtes spécialiste en questions de santé. J'aimerais vous poser une question. Je vois ici, vous vous occupez du Children Health Defense. Qu'est-ce que cela signifie pour nos auditeurs? Voilà, oui, donc c'est une organisation de protection de la santé des enfants et la santé et des libertés aussi.
donc des libertés notamment médicales, hein, donc aussi contre la lutte contre. Au départ, c'est vraiment contre la lutte beaucoup les pollutions environnementales parce que Robert Kennedy Jr., donc qui est le président de l'association et le neveu de l'ancien président des États-Unis, c'est un grand amoureux de la nature. Oui. Donc voilà, il s'est intéressé, je dirais, à protéger, à faire changer, on va dire, les lois qui autorisent, les législations qui autorisent l'utilisation de toutes sortes de pesticides, de toxines, que ce soit dans l'environnement, dans les médicaments comme les vaccins. Mais donc voilà, ici aujourd'hui c'est devenu non seulement, je dirais, et aussi surtout de faire des procès, je dirais, aux grands pollueurs, c'est-à-dire aux gros lobbies, pour leur demander des comptes. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est carrément devenu un combat pour la liberté, la liberté médicale. Au départ, voilà, on est passé à la liberté de vacciner, etc. Et puis je crois qu'aujourd'hui il y a un combat, on va dire, un coup d'État global sur la planète qui est en train d'essayer d'être mis en place par une mafia internationale, hein, le fameux grand reset de toutes les grandes puissances qui sont à Davos. Nous en parlerons sans doute. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Robert Kennedy Jr. Selon mes informations, j'espère qu'elles sont exactes, il y a eu plusieurs procès contre les sociétés pharmaceutiques, notamment en matière de vaccination. Est-ce qu'ils ont été gagnés? Est-ce que cela est vrai? Quel est votre rôle dans cette association avec Robert Kennedy Jr.? J'ai vu quelquefois que vous êtes même son interprète. Ah oui, ça peut arriver. Mais écoutez, le problème, vous savez comment c'est que bon, ce sont des compagnies qui en vérité sont infiltrées. C'est un État dans l'État, hein, ce qu'on appelle le deep state. Donc effectivement, oui, il y a des procès. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'homme qui se bat contre tous les gros méchants, on va dire, à la fois. Donc on a Monsanto avec les pesticides et donc il y a un procès à ce niveau-là avec le Roundup, vous savez, un pesticide. Il y a un gros procès très important avec Merck, qui est une compagnie pharmaceutique américaine, ceux qui font les vaccins garde d'asile. Voilà, et puis aujourd'hui, il y a aussi la 5G, donc les ondes, les nouveaux systèmes d'ondes pour les téléphones. Et puis voilà, il y a aussi tout simplement, il y a un procès aussi contre la censure, parce que nous sommes énormément censurés. Oui. Donc là, par exemple, tout récemment, enfin il y a quelques mois, on lui a supprimé son compte Instagram, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, ah bon? Il y a quand même 800 000 personnes sur son compte, voilà. Et là, le Congrès américain a demandé, a fait une liste des gens à neutraliser, on va dire, sur Internet. Hein. D'abord, on commence par supprimer, brûler les livres et neutraliser les gens sur Internet. Et puis après, bon, j'espère que ça n'ira pas plus loin. Mais en disant, voilà, Google, Facebook, etc., il faut supprimer tous ces comptes, tout simplement. Voilà. Oui. Donc, alors ce que je fais en Europe, bon, on ne peut pas, étant donné, je dirais, la différence des associations de droit, des législations, etc., il ne peut pas venir se battre directement ici en Europe parce qu'on est dans un autre système de loi, etc. Oui. Donc nous, ce que nous faisons, c'est qu'on a des avocats qui sont éventuellement en Europe et on peut éventuellement commencer d'autres procès. Hein. Il y a par exemple Rainer Fulmich en Allemagne. Donc voilà, et puis on échange les informations entre avocats et ils se soutiennent entre dossiers, etc. Oui. Enfin, on est obligé de garder deux systèmes différents, voilà. Mais donc oui, le problème c'est que tout ça, ça prend énormément de temps. Vous savez comment c'est, les cours et les tribunaux, il y en a pour des années. Donc c'est un procès, le procès Merck pour le garde d'asile qui était bien parti parce qu'il a obtenu ce qu'on appelle une autorisation de discovery. Le discovery,
c'est, je dirais, un mécanisme juridique par lequel, quand une partie, un plaignant, a assez de preuves, on va dire, de la malversation de la partie adverse, eh bien, on a le droit de demander que soient mis à découvert tous les documents que l'on demande. Donc, je dirais, l'autre est obligé de mettre toutes ses cartes sur table. Oui. Voilà, et de livrer un peu tous ses secrets. Oui. Donc, voilà, il a obtenu cela. Maintenant, entre ça et le moment où la suite du procès, ça prend beaucoup de temps, malheureusement, ça prend des années. Et, voilà, ici, on sait bien qu'en France et en Belgique, surtout dans le domaine de la vaccination, les procès prennent entre 10 et 20 ans. Ah bon? Oui, quand même. Hein. Ah bon. Alors, Santa, allons directement dans notre objectif, dans notre but. Nous allons parler ce matin du thème la vaccination, une nouvelle religion. On se pose la question. C'est parti, oui. On dirait, n'est-ce pas, comme un jeu en 2019 pour certains. Pour d'autres, c'est une véritable pandémie. Nous atteignons un niveau aujourd'hui où la vaccination devient presque obligatoire dans certains pays. Santa, vous avez mené des enquêtes, vous avez étudié les conséquences du vaccin. D'ailleurs, il y a un de vos, je crois, un article, vous avez publié 19 raisons pour lesquelles je ne dois pas accepter le vaccin. Parlez-nous un peu de la situation en Belgique en particulier et en Europe en général, Santa. Oui, alors écoutez, là c'est vraiment très préoccupant. Hein. Donc normalement, il y a pas de possibilité de vraiment... Ça dépend d'un pays à l'autre, mais disons dans la plupart des pays d'Europe, qui était l'Europe démocratique, à l'époque où il y avait le communisme, on avait des vaccins obligatoires dans les anciens pays communistes, et puis dans les autres, il n'y en avait que éventuellement un, etc. Mais la plupart du temps, on était dans une situation où, voilà, démocratiquement, on n'impose pas, je veux dire, c'est tout ce qui a découlé après la guerre du procès de Nuremberg, etc. Vraiment, les droits des gens, les droits individuels des patients, etc., c'était la liberté vaccinale. Et c'était vraiment, je dirais, des principes sacrés, bétonnés dans la Constitution, notamment en Allemagne. Et donc, voilà, les gens, moi je me souviens il y a quelques années, les Allemands même, ça leur paraissait une éventualité complètement absurde, quelque chose d'irréalisable, le fait qu'un jour il puisse y avoir des obligations vaccinales. Oui. Là maintenant, avec ce nouveau, ce n'est même pas des vaccins, c'est ça qui est incroyable. Ah bon? Oui, les injections Covid, là, ce ne sont pas des vaccins, hein, donc... Ça ne peut pas être qualifié pour moi d'un vaccin. C'est vraiment des produits nouveaux, expérimentaux, et qui ont au départ été développés au niveau de la recherche comme des thérapies géniques, c'est-à-dire pour pouvoir soigner, traiter éventuellement des cancers. Et je dis toujours éventuellement, parce que les quelques tentatives qu'il y a eu se sont soldées par des échecs importants où les gens ont fini par mourir. Donc là, on est vraiment avec une fuite en avant, et il y a une tentative manifeste d'imposer la vaccination. Pour moi, c'est très très clair. L'objectif, et ça, ce sont des choses que non seulement qu'on voit dans les textes ou dans la manière dont les gouvernements légifèrent ou se comportent, mais c'est ce que nous savons aussi, parce que j'ai des contacts, je veux dire, au sein de la Commission européenne, des institutions européennes, hein, qui sont ici à Bruxelles. Oui. Vraiment, l'objectif, c'est de vacciner tout le monde, des bébés jusqu'aux personnes âgées, et de manière permanente. Oui. C'est-à-dire, voilà, ici, à mon avis, ils visent toute la population tous les 6 mois. Et pour eux, c'est comme, si vous voyez les vaccins Moderna et Pfizer, ou en tout cas les injections, on devrait les appeler, c'est vraiment l'idée, et c'est pas étonnant que ce soit poussé par Bill Gates et, vous savez, Microsoft, etc., la fondation Bill et Melinda Gates. Oui. C'est vraiment conçu comme pour modifier, je dirais, pour réinstaller donc ces vaccins qui instruisent à nouveau
qui vont donc injecter de l'ARN, hein, donc des messages ARN. Donc c'est en fait qu'ils vont faire une sorte de mise à jour avec de nouvelles instructions au niveau cellulaire. Donc c'est vraiment donner du matériel, injecter du matériel avec des instructions génétiques, une sorte de hacking, de prise de contrôle de la génétique, vraiment de la personne au niveau directement de la cellule. Madame, et donc il compte le faire tous les 6 mois. Oui, Madame Alessandra Arioncourt, qui est intervenue ici, qui a été notre invitée ici, déclare que ces vaccins, ou en fait ces piqûres, attaquent carrément l'âme. Et l'un des scientifiques de, je crois bien, AstraZeneca, si mes souvenirs sont exacts, disait que, en fait, leur objectif est de modifier le cours de la vie. Vous qui êtes une journaliste d'investigation, n'est-ce pas, dans ce domaine de la science médicale, vous pouvez confirmer cela? Absolument. Donc, c'est un Stephen Hoge, donc qui c'est pas le vaccin AstraZeneca, c'est le vaccin de Moderna. Ah, Moderna plutôt, oui. Voilà, Moderna, c'est mRNA modifié. Donc, hein, en anglais, c'est l'inverse. C'est pas ARN, c'est RNA. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment... C'est une compagnie dont l'objectif est d'utiliser des technologies voilà, de modification de l'ARN, donc avec des messages ARN. Donc en fait, oui, c'est vraiment un nouveau, entre guillemets, type alors eux appellent ça des médicaments ou des thérapies, mais évidemment ils ne le disent pas pour les vaccins. Donc je pense qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu la pandémie, etc., ils n'auraient jamais eu l'autorisation d'utiliser c'est vraiment une nouvelle technologie expérimentale. Et pour moi, c'est clairement un pas vers le transhumanisme. Ils le disent eux-mêmes, il y a des vidéos, donc il y a une vidéo et un texte où ils expliquent très clairement qu'ils vont hacking the software of life. Ah donc, oui. Ils vont prendre... Voilà, hacker, hein, on sait ce que c'est, le software de la vie. Hacker, c'est une forme de piratage. Pirater le programme de la vie. Le programme de la vie, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Autrement dit, à travers leur piqûre, il faut que les auteurs comprennent très bien, vous savez, ce n'est pas des vaccins, ils ont pour objectif de pirater le code, comment vous appelez ça? Le code génétique. Le software, le programme. Oui. Le programme de la vie. Oui. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est comme avec les ordinateurs, on installe un nouveau programme avec des nouvelles instructions. Et bien là, c'est la même chose. Donc on va réinstaller des nouvelles instructions chez les humains tous les 6 mois. Voilà, ça c'est leur truc. Ah bon. Mais Santa, je vous ai écouté, j'ai écouté plusieurs de nos amis qui sont avec vous là-bas en Europe. Je pense à Gérard Delpine, Rader, Henri Encode, la liste est longue, hein. Tous, dernièrement, c'était le docteur Pascal Trotta, n'est-ce pas? Tous disent, les scientifiques et les journalistes, que le Covid-19 ne tue presque pas. Le pourcentage est petit, de l'ordre de 0,005%, voire même 35%, et surtout les personnes âgées de 75 à 80, un peu plus, avec des comorbidités. Vous confirmez cela? Mais comment se fait-il qu'avec ce nombre de morts presque insignifiant, on s'arrange quand même un an après à vacciner les gens dans ce cas, c'est complètement obligatoire. Vous perdez vos libertés si vous refusez le vaccin. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est vrai, vous avez étudié les chiffres en Europe, peut-être un peu partout, que c'est à peine 0,005% de morts du Covid, que les chiffres sont carrément grossis, gonflés, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est le cas chez vous là-bas. Qu'est-ce que ces gens-là visent finalement? Ah mais écoutez, c'est vraiment, pour le moment, c'est un plan, une prise de contrôle, on va dire tout simplement de l'humanité par cette espèce de mafia qui est dirigée par le monde financier. Donc il y a aussi tout un projet économique parce que je dirais pour réduire les humains en esclavage, il y a d'une part les vaccins où on va vraiment prendre contrôle, je dirais, de chaque individu
voilà, au niveau physique, mais il y a aussi leur volet, leur autonomie, si vous voulez, au niveau du travail et du revenu et des richesses. Oui. Et donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de mettre les gens, la population à genoux dans la pauvreté. C'est assez incroyable, mais il y a vraiment c'est vraiment des politiques qui ruinent les gens, et de manière à pouvoir finalement après contrôler, si vous voulez, tout le système avec des allocations, etc. et remplacer toute une partie de la classe ouvrière, etc. mais par de la technologie, des robots et compagnie. Hein. Donc on aura, les gens vont regarder, ils auront peut-être ce qu'on appelle une allocation universelle, où ils pourront rester plus à la maison, travailler à la maison, regarder les choses à la télévision, mais tout sera contrôlé. Donc on pourrait être contrôlé 24 heures sur 24, à la fois avec toutes les caméras qui sont en train de mettre partout. Voilà, le Green Pass, qui est l'espèce de visa, de code que chacun devra avoir sur son téléphone, va déterminer à chaque instant si on est vacciné. Enfin, vous savez, je pense qu'ils ont déjà commencé ça en Afrique aussi, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'application sur son téléphone qui réunit toutes les données d'une personne de manière à pouvoir contrôler ses déplacements, ses informations, ses conversations, sa santé, ou même ce qu'elle doit prendre comme médicament ou autre, tout, absolument tout. Là, on est en plein dans le roman de, je crois, James Orwell, hein? Big Brother is watching you, n'est-ce pas? Je crois que c'est à ce niveau que nous sommes. Hein? Mais complètement. Tout le monde est là en train de se pincer et de se dire, mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et alors, malheureusement, beaucoup de gens sont dans la peur. Donc, pour revenir à ce que vous disiez avant, oui, c'est tout à fait vrai. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il n'y a pas de Covid, que ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, j'étais malade, donc voilà. Oui. Mais ça ne justifie pas. Oui, il y a des gens qui sont morts comme une année avec une mauvaise grippe, oui. Ni plus ni moins. Oui. Voilà, mais on ne soigne pas la maladie par la dictature, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Oui. Donc, voilà. C'est évident, Alors, vous avez donné, dans un article, vous avez donné 19 raisons pour lesquelles on devait refuser le vaccin, c'est ça? Ouh là là, c'est un article qui date déjà. Ah, ça date déjà très longtemps, hein? En tout cas, je l'ai écouté. Mais effectivement, j'en ai donné quelques-uns. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais en redonner une, il y en a deux. Oui. La première, c'est que ce sont des vaccins qui sont vraiment dangereux. Oui. D'accord, vraiment. Donc nous, on est en contact, je dirais, ce qui a pas mal changé depuis peut-être nos dernières conversations, oui. C'est le fait, et ça c'est je dirais un élément d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur toute la planète, des médecins, des scientifiques, des juristes, des journalistes, etc., qui vraiment, et des gens brillants, vraiment très brillants, voilà, qui prennent conscience de ce qui se passe et qui se bougent et qui sont prêts je dirais, à servir l'humanité et à faire tout ce qu'ils peuvent, chacun dans leur spécialité, mais pour réveiller l'humanité et lutter contre cette dictature. Donc oui, il y a un groupe de médecins, notamment, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui s'appelle Doctor for Covid Ethics, oui. Ce sont eux, en fait, qui ont les premiers remarqué les dégâts des vaccins au niveau des thromboses, hein, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle... il y a eu plusieurs cas ici, notamment aussi chez des plus jeunes, de thrombose, donc avec des caillots sanguins. En fait, est-ce que vous avez une idée des chiffres du nombre de morts sur le vaccin en Europe? Vous avez 4 vaccins principaux, vous avez Pfizer, vous avez AstraZeneca, vous avez Moderna, vous avez Johnson Johnson, en dehors des vaccins chinois qui sont là. Est-ce que vous avez une idée des chiffres, des statistiques des gens? Parce qu'on apprend
tel est mort victime d'une thrombose en France, en Allemagne, un peu partout. Et les statistiques nous disent, nous révèlent que les gens meurent plus dans les pays où on a le plus vacciné. Ceux qui sont vaccinés sont plus exposés à la maladie, à la mort, et surtout que le vaccin, pour la plupart des scientifiques que je connais, ne protège pas contre le Covid. Non, donc ça c'est très important. Il faut qu'on y revienne absolument après parce que malheureusement il y a tout ce côté d'aspect éthique etc. et moral, dire vaccinez-vous par solidarité. Mais disons que les chiffres, alors c'est difficile de déterminer exactement ce qui est un décès post-vaccinal parce qu'évidemment pour eux ça n'existe pratiquement pas. Donc je dirais il y a entre les cas qui sont rapportés, signalés dans le système officiel et les cas que nous suspectons en particulier dans ce qu'on appelle en France les EHPAD ou les maisons de retraite. Oui. Je crois que la différence, si vous voulez, entre ce qui est signalé officiellement et la réalité est énorme. Oui. Donc là où ça devient intéressant, c'est que de toute façon, si on regarde par exemple la banque de données américaine, donc en Europe, disons que les signalements officiels déjà sont, même là, donc c'est-à-dire quand on dit voilà, il y a eu un décès après vaccin, ce qui n'est pas nécessairement un lien de causalité reconnu. D'abord, il y a un signalement, dire voilà, une personne est morte après le vaccin, et donc il faut faire le signalement. Mais très souvent, il n'est pas fait. Donc, mais même là, déjà, les chiffres sont parfois aux États-Unis, sont déjà plus importants que tout ce qui a été signalé dans leur banque de données depuis 15 ans. Ah bon. Donc, les données cumulées de décès après vaccin sur 15 ans, eh bien, sont inférieures aux données actuelles. Oui. Donc, c'est énorme. Oui. Ici, là, dans énormément de maisons de retraite, et ça s'est vu dans tous les pays d'Europe, en Allemagne, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, à Gibraltar, enfin, dans vraiment tous les pays d'Europe, en Italie, on a vu énormément de maisons de retraite où on avait vacciné, et en particulier après la première dose, c'est comme si la première dose avait en fait propagé la maladie, si vous voulez. Oui. Et donc, on a eu le cas avec des maisons de retraite où 20 à 30% des gens sont morts dans les 15 jours qui ont Ah suivi. bon. Alors, c'est énorme. Oui, non, mais c'est absolument effrayant. Donc là, pour moi, il y a une forme de génocide, là. Oui. Je veux dire, on a discuté l'autre jour vraiment avec des scientifiques et tout le monde en est arrivé à la conclusion que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne peut pas être qualifié autrement que d'un génocide qui est en cours. Oui. Dans quelle mesure est-il intentionnel ou pas? Donc voilà, là, effectivement, je pense vraiment que beaucoup de gens, malheureusement, mais je pense que beaucoup de gens vont mourir maintenant. Et malheureusement, on va dire, oui, c'est le Covid. Donc ces gens-là, ils ont été signalés comme des cas de Covid. Maintenant, il faut expliquer pourquoi pendant un an, ils n'ont pas, on va dire, ils sont pas décédés, puis tout à coup, tout le monde décède en même temps. Donc, oui, je pense que c'est particulièrement tragique ce qui est en train de se passer. Et on voit bien, les deux Lépine l'ont bien montré d'ailleurs, oui. Article après article, oui. Parce qu'ils font un travail formidable. Ils montrent tous les pays où il y a eu vraiment beaucoup de vaccinations, en Israël, au Royaume-Uni notamment. En Inde. Oui, voilà, tout à fait. Et donc là, l'Inde, c'est encore différent parce qu'on est dans un contexte où il faut toujours prendre compte des autres facteurs dans une population. Je veux dire, d'abord, si on triche chez nous, Dieu sait si on triche en Inde. Je pense qu'il faut je suis allée 2 fois en Inde, donc voilà, on est quand même aussi avec des populations où les gens n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité. Il y a des millions de gens qui ont rien à manger. Il n'y a pas d'égouttage. Ils sont les pieds les pieds nus dans les crasses. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même système que chez nous. Oui.
Mais effectivement, encore sur les chiffres en Inde, je crois qu'on triche beaucoup aussi. Oui. Donc oui, c'est terrible. Et même au Brésil, je pense que tous ces variants, entre guillemets, sont en réalité des mutations qui sont induites par la vaccination. Oui. Donc voilà, c'est un peu paniquant. En même temps, bon ben voilà, moi je pense que les humains sont très très résilients, comme on dit, et nous sommes beaucoup plus forts que malheureusement il y a un lavage de cerveau permanent pour faire croire aux gens qui sont faibles, qui vont pas s'en sortir. Mais voilà, moi j'ai quand même confiance, on va dire, dans l'être humain. Alexandra, je veux dire, Sandra, lorsqu'on écoute les mainstream tous les jours, on nous balance la même chanson. Le Covid, le coronavirus, vous allez mourir. Si vous ne portez pas de masque, si vous ne faites pas si vous devez vous faire vacciner. Les médias indépendants n'ont presque pas de pouvoir. Ils ne sont pas écoutés. Vous pensez que devrait faire le reste de la population? Ce n'est que ça qu'ils écoutent en longueur de journée. Ils ne savent pas que les gens meurent après les vaccins. Peu de gens le savent. Et même s'ils le savent, ce n'est pas ce qu'on leur dit dans le mainstream. Mettez-vous, vous êtes journaliste. Vous voyez que c'est vous les médias, c'est vous les journalistes qui réussissez à tromper le peuple, Alexandra. Santa, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis ravie, j'adore Alexandra. D'ailleurs, voilà, Alexandra et Henri Aucaude et les deux Lépines sont aussi avec nous. J'ai été beaucoup à côté avec ce temps-ci. On échange régulièrement, c'est pour ça que je suis un peu embrouillé. Vous êtes très occupé, parfois vous n'avez pas le temps de me répondre, Santa. Oui. Oui, du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que vous me disiez juste avant? Oui, je parlais du rôle des médias qui égare carrément les gens. Les médias, les médias sont, plusieurs disent sont corrompus, sont à la solde de Bill Gates, et ainsi de suite. Les médias indépendants ne sont presque pas écoutés. Que va faire la population? Voilà, écoutez, là c'est vraiment un point vraiment critique. Et on essaye d'être créatif, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que Alexandra aussi a expliqué, comme elle aussi, on est tous censurés. Il y a eu, et il va être sous-titré en français, un film qui s'appelle Monopoly Follow the Money. Oui. Donc, suivez l'argent, hein, et qui montre, c'est vraiment très très bien fait, et qui montre comment dans tous les domaines de la vie, donc que ce soit les vêtements, toutes les marques, hein, vous savez ici, bon, c'est beaucoup des marques, donc toutes les marques de nourriture, toutes les marques de vêtements, toutes les marques de la technologie, les produits bancaires, les noms des banques, les compagnies qui produisent l'énergie, l'électricité, etc. Et les médias, et bien sûr les entreprises pharmaceutiques, tout ça. Quand on remonte pour voir qui est propriétaire, vous savez, ce sont des groupes. Oui. Et bien à chaque fois, quand on remonte cette pyramide, si vous voulez, de groupes, hein, qui possèdent 1, 2, 3 marques, et puis qui eux-mêmes sont dans un groupe d'investissement, etc., etc. Quand on remonte le truc jusque tout en haut, on remarque qu'aujourd'hui, 90% de tout ce qui est produit, vendu, de tous les services, de tous les biens, appartiennent à 3 groupes financiers. 3. Ah bon? C'est incroyable. Incroyable. Donc, il y a BlackRock, les journaux scientifiques, la littérature scientifique, les instituts de recherche, les médias, tous les médias, les grands groupes, etc. Ça appartient à 3 groupes financiers. Oui. Donc, il y a BlackRock, Vanguard et Berkshire Hathaway. Et donc là-dedans, il y en a dont on ne sait même pas qui c'est derrière. Oui. Voilà, Vanguard, on ne sait pas qui c'est investisseurs privés. Bon, oui. Monsieur et Madame Intel qui possèdent la moitié de la planète. Donc c'est pas compliqué. Si la corruption, oui, elle n'est pas tant au niveau de, enfin corruption, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas aujourd'hui au niveau
du petit journaliste qui vient et qui éventuellement serait, parce j'en rencontre régulièrement, comme Alexandra Orion-Code, etc. Il y en a qui ont une initiative. Il n'y a pas si longtemps, j'avais un journaliste de Euronews. Parfois, il y a des indépendants, ils viennent, ils font un reportage, et puis voilà, ils le vendent, on va dire, ou on leur commandite un reportage, et puis bon, donc j'avais Euronews, qui est vraiment quand même la chaîne de télévision qui divulgue toutes les émissions, on va dire, un petit peu politiques, économiques, etc., sur ce qui se passe en Europe. Oui. Et voilà, le journalisme téléphone, il venait de France. Je lui dis, écoutez, c'est pas la peine de vous déplacer parce que je passerai pas à l'antenne. Ou bien je sais que ce sera uniquement pour, si vous voulez, pour entre guillemets me salir et tenter de nous discréditer, de nous ridiculiser. Non, on a toute une conversation, etc. Finalement, je lui dis, écoutez, bon, j'accepte qu'il vienne. Il vient de Strasbourg, du sud de la France. Enfin, oui. Bon, le sud, c'est pas tout à fait encore le sud, mais enfin, par rapport à la Belgique. Oui. Voilà, avec les caméramans, etc. On prend 2 heures d'émission. Et je lui dis, en rigolant, je lui dis en plus, je sais que, avouez-le-moi, c'est une émission pour nous taper dessus, dire qui sont ces fous d'anti-vaccins, etc. Et il me dit oui, mais il me dit ce que j'entends, les propos que j'entends me semblent tout à fait importants et ne me semblent pas fous, quoi, bien au contraire. Bon, ben évidemment, je ne suis pas passée à l'émission, quoi. Ah bon? Je lui ai dit, ah oui, finalement, oui, vous avez raison, etc. Je dis, oui, forcément, on sait bien. Donc, oui, ça, c'est un gros problème. Et il va falloir trouver des nouveaux moyens pour vraiment informer les gens. Là, je ne sais pas comment on va faire. Voilà, la radio. Je connais en Allemagne, il y a des gens qui commencent à construire des stations de télévision indépendantes. On revient à... je sais pas, il y en a d'autres. J'ai vu aux Pays-Bas, il y a des gens qui produisent des journaux papier, parce que tout le monde n'est pas sur Internet, sur voilà, et même la censure est tellement énorme. On est censuré de Facebook, YouTube, etc. Donc il faut aller sur des nouvelles plateformes. Et puis il y a les gens qui se réunissent et qui commencent à se parler en cachette, parce qu'ici, attention, pendant 6 mois, en Belgique, nous avions la bulle de 1 personne. Vous savez, la bulle de contact. Donc ça veut dire qu'on a le droit de voir que 1 personne en contact rapproché. 1 personne. 1 personne. Pas 2. C'est donc, incroyable. Moi, il fallait choisir entre papy ou mamie. Alors, il faut que je vous en raconte une bonne quand même, parce que j'ai envie de faire rire un peu vos auditeurs. Oui. Au moment de Noël, ils ont dit, c'était toujours la bulle de 1 personne. Attention, pas de... Attention, moment à grand danger, bien sûr, Noël, les fêtes. Donc ils ont dit, mais écoutez, on va élargir. Donc si vous êtes dehors, bon, en Belgique quand même, je veux dire, il fait pas chaud à Noël. Donc si vous passez Noël dehors dans le jardin, vous pouvez être 4. Alors, il y a beaucoup de gens, je vous assure, qui ont acheté qui ont acheté des chauffages de terrasse pour pouvoir passer. On n'avait plus dans le magasin pour pouvoir passer Noël dehors. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Et alors le plus drôle, c'est qu'après on s'est dit oui, mais comme il n'y en a qu'un seul qui a le droit d'aller à l'intérieur pour aller au petit coin, alors là, il a sans doute fallu jouer aux cartes pour savoir à qui ça allait. C'est ridicule. On va souffler, vous permettre de respirer. Il va falloir jouer aux cartes, n'est-ce pas? Il y en a quand même qu'un qui peut aller quelque part. Ou bien il a fait dans le jardin. Il va falloir jouer aux cartes pour aller au petit coin. Finalement, c'est terrible ce que ces gens font. C'est terrible. On va souffler la musique. Vous gardez l'écoute. On vous reprend dans quelques instants. On souffle la musique. Oui. On y va. Voilà. C'est bon, c'est calé, on peut souffler la musique. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier.
un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider. Ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins pour bien jouer le jeu de Big Pharma. Y a pas plus de lits, on est dans de beaux draps. On interdit de soigner les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. On parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles que t'as pas vu arriver te servent le poison d'avril. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leur gorille. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise... Santa, vous êtes là? Oui. Que pensez-vous de ce chant? Elle est géniale, cette chanson. Pas de liberté, vous envoie des gorilles. Hein? Oui. On a même menacé par... Mais vous savez, ici, il y a eu... les jeunes, j'ai envie de parler ça, les jeunes ont été... ça a été vraiment difficile pour eux pendant toute une année, parce qu'on n'a pas arrêté de dire, mon Dieu, attention, c'est votre faute, hein, il faut mettre des masques, etc. Si les personnes âgées meurent, c'est votre faute. Et donc, il est en train de se passer des choses en Belgique. On n'est pas des révolutionnaires, voilà, des grandes gueules et des casseurs comme en France. Les gens sont un peu, sont généralement plus calmes. Et donc, au 1er avril, je ne sais pas si on fait des blagues aussi au Cameroun ou au 1er avril, mais chez nous, 1er avril, c'est toujours la date à laquelle on fait, c'est la journée où on fait des blagues. Hein, on appelle ça les poissons d'avril. Oui. Et donc, les jeunes avaient décidé de faire ce qu'ils appellent la boum, c'est-à-dire de simplement sortir et aller au parc. Et ils avaient fait circuler sur Internet, si vous voulez, une blague, hein, voilà, sur Facebook, comme quoi, eh bien, il y aurait une grande partie, une grande boum organisée. Alors, ils avaient montré, si vous voulez, les têtes du ministre de la Santé, enfin, de tous ceux qui ont tous les experts, etc., qui n'arrêtent pas de dire qu'on va tous mourir, etc. Et voilà, en disant, voilà, en les montrant, en disant, voilà, super DJ, tel expert, tel ministre, etc., qui vont venir. Donc, on voyait bien que c'était une blague, mais en même temps, tout le monde savait que les gens allaient aller au parc ce jour-là. Oui. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et ça a été, le gouvernement a réagi, mais avec, je veux dire, il y a eu des charges avec la cavalerie, les autopompes, le gaz lacrymogène. Vous m'avez envoyé la vidéo, c'était horrible. Hein? Les drones, enfin, c'est incroyable. Incroyable. Oui. Incroyable. Il y a un auteur qui... En Belgique, on n'hésite pas, et ça s'est reproduit samedi dernier, et donc ils avaient simplement, les jeunes, ils n'étaient même pas là à crier, simplement ils se sont réunis au parc, voilà, ils avaient envie d'être ensemble, quoi, de vivre.
Oui. de passer une après-midi au soleil. Ils en ont marre d'être confinés. Oui. Et donc, c'est de nouveau la même chose. Hein. On a envoyé, on charge avec des chevaux. Enfin, c'est complètement fou. Il faut imaginer ce que c'est un gouvernement. C'est des gamins. Moi, mes enfants, ils ont 17 et 18 ans. Oui. Je veux dire, c'était des gamins, des potes à eux. Alors, évidemment, après... Vous savez bien comment c'est, le coup d'après, il y a 5000 personnes, il y en a 20 qui viennent et qui cassent et qu'on laisse casser. On a un journaliste qui vient et qui filme 20 types, on ne sait pas très bien s'ils sont payés, s'ils font partie de la police secrète ou quoi, qui viennent, qui cassent le truc. Et puis on charge les 5000 autres, on les traque dans les bois, etc. Non, mais il faut imaginer la folie que c'est en Europe aujourd'hui. C'est hallucinant, quoi. Je veux dire, une population qui frappe ces jeunes parce qu'ils ont envie simplement de respirer, ils ont envie de vivre, c'est tout. Sandra, je reviens sur un point, vous l'avez peut-être oublié, parlant de ces vaccins, vous avez dit que ce ne sont pas des vaccins en fait, Oui. qui ne protègent pas contre le Covid, au contraire, Oui. vous exposent à la mort, vous deviez en parler tout à l'heure, et je crois que ça vous a un peu échappé. Absolument, ce qui est important de dire, et moi j'ai fait une vidéo, je pense qu'Alexandra et Nicole et Gérard en ont certainement parlé aussi, ce ne sont pas des vaccins qui bloquent la transmission. Ça n'a pas été étudié et d'après les données qu'on a, ça n'a pas été conçu comme tel. Oui. Et d'après les données qu'on a, au contraire, on peut imaginer que c'est plutôt l'inverse. Oui. Donc, et ça a été admis par l'Agence européenne des médicaments au moment de la mise en circulation de ces vaccins, ou plutôt injections génétiques. Oui. Je veux dire, il n'y a jamais aucun moment où on ne voit pas, donc ça n'est marqué nulle part dans les notices des vaccins, etc., qui vont permettre de bloquer la transmission. Mais il y a vraiment un double jeu des gouvernements qui disent il faut absolument vous faire vacciner par solidarité pour protéger les autres, etc. Oui. Donc d'une part, il y a tout le temps ce double langage où d'une part ils disent non, non, non. Donc ils vous disent d'un côté, et c'est ça qui rend les gens fous, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire une chose et son contraire. Oui, depuis le début d'ailleurs, depuis le début. Ils disent parfois certaines vérités parce que ça leur permet de se dédouaner de toute responsabilité. Oui. Hein, parce qu'en cas de décès, personne ne sera responsable, croyez-moi, certainement pas les firmes pharmaceutiques qui se sont arrangées pour avoir des contrats, dans tous les contrats qui ont été négociés, véritablement une impunité totale par rapport à la nocivité éventuelle de leurs produits. Une impunité totale. On ne peut pas les poursuivre, oui. Alors total, ce qui est incroyable, c'est que, et même il y a vraiment des choses qui sont extrêmement préoccupantes. On voit qu'en particulier les compagnies pharmaceutiques américaines comme Pfizer, donc les contrats, ce sont des clauses qui ont été négociées en secret, et quand le Parlement européen a voulu vérifier, si vous voulez, c'est normal que des parlementaires à qui on a dit fermez les yeux, allez-y, donnez-nous des milliards pour produire ces vaccins, donnez des autorisations pour la mise sur le marché, enfin bon, ça ne saurait pas aller assez vite, ni en fermant les yeux, etc. Quand ils ont demandé des comptes à voir les contrats, on n'a pas autorisé les parlementaires à voir les contrats. Ah bon. Et puis quand ils ont finalement pu voir les contrats, certains après avoir fait des pieds et des mains pendant des mois, etc., eh bien, vous imaginez, tout était caviardé, c'est-à-dire en noirci. Donc on ne voyait pas les prix, on ne voyait pas les clauses contractuelles en cas de responsabilité, de non-livraison, en cas de dommage, rien. Vous voyez rien. Oui. Donc, et ce qu'on sait, c'est que d'autres pays, notamment en Amérique du Sud, et là, le Brésil, il y a une confirmation claire de ce qu'on dit parce qu'ils l'ont publié sur leur site officiel du ministère de la Santé brésilien, où ils ont dit, voilà, Pfizer, donc ceux qui produisent le principal vaccin ARN pour la Covid. Pfizer, nous n'avons pas commandé ce vaccin parce
que leurs clauses sont tellement, leurs demandes, si vous voulez, en termes de garantie de paiement et d'avance d'argent, sont tellement abusives que c'est inacceptable. Oui. Et abusives dans le sens où ces compagnies exigeaient d'avoir soit des immeubles de l'État, soit des banques d'État ou des garanties bancaires, des avoirs bancaires Oui. gigantesques, voire même, ça c'est hallucinant, de mettre des bases militaires. Vous imaginez ce que c'est? Oui. De mettre des bases militaires en gage pour la livraison des vaccins. Ça Et là, alors. il y a un moment où il faut se poser la question de savoir de quoi il s'agit. Quand on dit ici, pour moi, c'est une opération, c'est un coup d'État international, des choses comme ça, je veux dire, il n'y a pas une compagnie normale qui dit mettez en garantie des bases militaires pour assurer le paiement de nos produits. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Et en Europe, on n'a toujours pas l'accès complet aux informations des contrats qui ont été négociés. Et pour ceux qui ont été négociés, il y a qu'on a finalement pu voir, il y a ce qu'on appelle un vice de forme, c'est-à-dire que ces clauses ne sont pas valables. Oui. Donc voilà. Donc, autrement dit, si vous mourrez après la vaccination, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, on s'en fout de vous, ils ne rendent pas compte, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes mort comme un chien. Voilà. Donc d'un côté, on va vous dire, vous n'allez plus pouvoir rentrer parce que maintenant on en est là. Hein, et donc ils ont voté le Green Pass. Hein, donc ils vont essayer d'imposer cette espèce de passeport de vaccination partout, dans les aéroports, pour prendre l'avion, dans les centres commerciaux, pour tous les services. Pour aller maintenant, ils vont commencer par les grands événements, ils vont attirer les jeunes avec... en disant si vous voulez retourner voir un match de foot dans un stade de sport ou aller à un concert, etc., il faudra être vacciné ou dans un restaurant, etc. Et donc d'un côté, c'est vraiment une obligation déguisée. On va dire non, mais vous avez le droit de rester chez vous tout seul à la maison. Hein. J'allais justement demander, puisque c'est les vaccinés qui auront tous les privilèges, tous les droits, que deviendront ceux qui ne sont pas d'accord avec le vaccin? Est-ce qu'ils vont être expulsés des pays? Est-ce qu'ils vont être des parias? D'ailleurs, je dis en passant que j'ai remarqué sur le net qu'on vous traite de tous les noms, de complotistes, certains parlent carrément de fous, de folles, des mots très durs, hein, Santa. Carrément même, on a carrément ridiculisé une sommité comme Alexandra lors d'un débat. Hein, on ne lui permettait même pas de dire un seul mot. Autrement dit, ceux qui disent la vérité en ces temps-ci sont à la limite insultés, humiliés. On se demande où va le monde. Et pourtant, tout ce que nous avions dit il y a un an... Exactement. Ça s'accomplit, exactement. Voilà, je veux dire, étape par étape. Étape par étape. Je vous reprends, Alexandra, je vais dire Santa, parce que on a exactement fait la même chose. On a dit les mêmes choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous étiez l'une de nos invités ici, Santa. Ça s'accomplit à la virgule près. Malgré cela, les gens refusent carrément d'ouvrir les yeux. Carrément. On dirait qu'ils sont zombifiés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est triste, c'est que j'entendais, parce qu'on a parlé un peu de la nouvelle religion, et c'est vraiment hallucinant de voir que tout le monde tombe dans cette espèce d'hypnose qui a été entretenue par tellement de peur et de lavage de cerveau à longueur de journée. Et quand je vois... je ne sais pas si vous avez suivi, en fait le pape s'est fait vacciner il y a pas longtemps et a vraiment promu, dit que c'était un devoir, une obligation morale,
que tout le monde devait se faire vacciner. À un moment, ils ont même fait une déclaration comme quoi il n'y avait plus moyen d'aller, que les employés du Vatican devraient se faire vacciner, ou éventuellement ils risqueraient d'avoir des conséquences au niveau professionnel, etc. Donc c'est vraiment une quasi-obligation. Il y a eu beaucoup, ça a provoqué beaucoup de réactions. Donc après, ils ont fait une déclaration le lendemain pour dire qu'ils n'allaient pas discriminer, mais que ci et là. C'est vraiment très choquant parce qu'aujourd'hui, moi je discute avec un prêtre ici qui s'appelle Pravin Herz, qui est un prêtre catholique, et qui me dit, depuis qu'il y a eu des déclarations comme ça, mais les gens sont convaincus vraiment de faire la bonne chose. Ils sont toujours convaincus que ça va être la vie comme avant, qu'il faut se vacciner pour protéger les autres, que ça va marcher, etc. Alors qu'en réalité, les gens qui se sont fait vacciner, on leur demande toujours de mettre le masque, il y a pas la distanciation, ainsi de suite. Oui. Alessandra, Santa, je suis vraiment désolé de ce qui m'arrive. Nous sommes sur le point de terminer notre entretien. Je vous permets d'écouter encore un autre morceau et vous viendrez conclure, Santa. Oui. Oui, alors, on vous propose ceci. Allons-y. Ne me piquez pas. On reprend allons-y. Oui, allons-y. Oui. Oui. Donc, ce que ce prêtre m'a dit, c'est que pour lui, quand le pape, donc beaucoup de ses paroissiens se faisaient vacciner à cause de ça, mais il m'a dit, écoutez, quand le pape dit cela, ce n'est pas une matière, il n'est pas un expert en matière médicale, oui. Et il ne parle pas, si vous voulez, en tant que dans son infaillibilité papale. Donc sur certaines choses, il y a ce qu'on appelle un consensus de tous les cardinaux, etc. Oui. Et quand il s'exprime au nom de toute l'Église et dit là, ce n'est pas le cas. Donc les gens, moralement, ne sont pas engagés par ça. Je pense que c'est une chose importante à comprendre. Et donc, il a écrit un article même. Donc, j'ai dit, est-ce que vous avez le droit de dire ça? Il m'a dit, tout à fait. Et nous sommes plusieurs prêtres à penser ça. Donc voilà, je ne veux pas lancer des accusations parce que, il est peut-être mal informé aussi. Hein, je ne sais pas ce qu'il connaît ou pas si vous voulez, de ces nouvelles technologies vaccinales. Donc il pense peut-être faire la bonne chose. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation religieuse de le faire. Ni morale, et puis après ce qu'on a vu avec la science qui a été expliqué tant par Alexandra que par d'autres gens, c'est clair qu'en fait il n'y a pas de justification scientifique, ce n'est pas un vaccin qui bloque la transmission, et donc il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, morale à se faire vacciner, soi-disant par solidarité. Donc là, c'est important de voir que je pense toute cette bande de mafieux, cette pharma de la pharma mafia a peut-être abusé de leur influence, auprès des autorités religieuses. Voilà, c'est quelque chose que je pense est important de dire, tout en respectant. On n'est pas, je suis pas là à attaquer les gens personnellement parce qu'ils peuvent être abusés comme tout le monde. D'accord. On a le fin, nous avons débordé de quelques minutes, mais je souhaiterais que vous écoutiez ce petit morceau, Santa, avant de nous séparer, et on revient à vous pour conclure l'émission. On écoute ce petit morceau. Allons-y. Avec plaisir. Ne me piquez pas, faut pas me vacciner, faut pas m'obliger, ou je m'enfouis déjà. Oubliez les couacs, les malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces peurs qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Ce virus est là, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas. Moi, je vous offrirai l'hydroxychloroquine interdite ici, ça ne rapporte pas.
Je creuserai la terre pour tous ces morts, oubliés et seuls à leur triste sort. Ils feront un système où le virus est roi, où le virus est loi, où c'est nous le problème. Et ne me piquez pas, ne piquez pas. Ne me piquez pas, il faut un système où le virus est roi, le virus est loi. C'est nous le problème. Il y a un auteur qui aimerait savoir comment avoir vos éléments, vos conférences sur Facebook. Est-ce que vous avez un site? C'est une question qui nous a été posée ici. Comment vous écouter, comment vous suivre, je ne sais pas, sur le net. Oui. Alors, c'est pas évident parce que c'est un site avec un nom anglophone. Il faudrait que je fasse senta.eu. Ça serait plus simple. Ok. C'est un site qui s'appelle Children's Health Defense. Children Save Defense. Voilà, Children's Health Defense. Donc oui. voilà, c'est assez long, .eu. Je vais réfléchir à un nom plus facile pour les francophones. Voilà, c'est pas simple. En Europe, en plus, on a plein de langues différentes. Oui. Donc voilà, c'est le même. Si vous voulez, l'association, c'est Children's Health Defense. Hein. Aux États-Unis, c'est simple, ils parlent tous anglais, donc pour eux, ça coule de source. Mais pour nous, c'est plus compliqué. Mais oui, et on essaye de faire ça en plusieurs langues. Donc pour l'instant. Il y a de plus en plus d'articles en 4-5 langues, donc y compris en français, bien entendu. Et il y a aussi le site américain, c'est la même chose, childrensselfdefense.org. Et là, il y a une sorte de média, de revue qui est très très bien, comme un journal en ligne, si vous voulez, qui s'appelle The Defender, où il y a aussi de plus en plus de traductions en français, d'articles qui sont traduits en français. Ils font ce qu'on appelle un Covid Watch, une sorte de... Vraiment, ils ont beaucoup d'articles, notamment scientifiques, un petit peu sur ce qui se passe partout dans le monde sur la Covid. Et il y a de plus en plus en français. Et je signale aussi qu'on commence à avoir pas mal de contacts dans différents pays d'Afrique. Oui. Il y a eu notamment Robert Kennedy aux États-Unis. Il a toujours les Kennedy, c'est connu, hein, et c'est parmi ceux qui ont quand même pris la cause pour la défense des droits des Afro-Américains. Oui. Et donc, par exemple, là, ils viennent de faire un film qui s'appelle Medical Racism, donc le racisme médical, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qu'il y a eu, Black Lives Matter, etc., on a dit mais il faut vacciner les Noirs en premier, etc. Et donc, en train de dire écoutez, là, les expérimentations, ça suffit, quoi. Autrement dit, il faut faire des expériences sur les Noirs une fois de plus. Ah ben oui, évidemment. C'est incroyable. Donc, soi-disant, c'est évidemment parce qu'ils ont toujours été défavorisés. Vous voyez la perversion. Parce qu'ils ont soi-disant toujours été défavorisés. Donc maintenant, ils vont être les premiers à être servis. Enfin, c'est vraiment se foutre du monde une fois de plus de tout le monde. Mais donc voilà, je sais que c'est vraiment des choses... qu'il a à cœur de la défense aussi pas que des Noirs évidemment, parce que mais on se bat contre ce racisme médical. Allez, voilà. Santa, c'est vraiment un plaisir de vous avoir reçu ce matin sur la 93.8, c'est à Yaoundé au Cameroun, la capitale du Cameroun. Je sais que selon votre emploi du temps, si nous vous sollicitons, vous serez toujours disponible, Santa. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir de converser avec vous et je souhaite vraiment une bonne journée à vos auditeurs et j'ai quand même envie de finir sur un message d'espoir pour dire que je n'ai jamais vu un tel réseau de personnes brillantes, d'intelligence, de l'esprit et du cœur se réunir et donc voilà, il va y avoir un renouveau mais nous on espère et on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit un nouveau monde positif. Voilà. Il faut dire aux auditeurs en passant que vous êtes une très bonne mère. Hein. Quand je vous écoute, ce côté-là me marque beaucoup, hein, Santa. Une bonne mère attentionnée, souciant de ses enfants, le bien de ses enfants et des enfants en général. Ça me fait beaucoup plaisir. Hein. Merci beaucoup. À bientôt, Santa. Très bien. Oui, au revoir. Au revoir, bientôt.
Maranatha Andorangar ce matin, j'espère que vous avez été édifiés. On a grignoté quasiment quelques minutes, n'est-ce pas? On va entrer en Kanté déjà là. Nous allons vous revoir. Roland Grand a assuré la mise en onde ce matin. Je vais vous rappeler mes contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 60 53. Nous avions comme invité ce matin Santa Depuis, n'est-ce pas, journaliste. Non, nous sommes à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Journaliste belge, spécialiste des questions de santé, présidente de l'association Robert Kennedy en Europe, n'est-ce pas? C'est elle qui était notre invitée ce matin. Nous vous disons donc à demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.